Vous souvenez-vous de cette série où le tribunal le plus étrange de l'histoire de la télévision a réuni un défilé de personnages excentriques et d'accusés profondément désorientés dans l'une des sitcoms les plus drôles de la décennie? Diffusée pour la première fois sur NBC en 1984, Night Court suivait le service de nuit d'un tribunal pénal de Manhattan dirigé par un juge Harry Stone d'un optimisme inébranlable, interprété par Harry Anderson. À ses côtés, le procureur Dan Fielding, interprété par John Laureate, un homme d'une vénalité sans scrupules. Le grand et doux huissier Bull Shannon, joué par Richard Mole. Et après une succession d'avocats commis d'office, Kristen Sullivan, incarnée par Marky Post, arriva enfin pour apporter un semblant de raison dans les tribunaux. La série dura 9 saisons, et ce qui se passait en coulisses était encore plus étrange que ce qui était diffusé. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 15 anecdotes insolites sur Night Court que vous ignoriez probablement. Restez avec nous pour la première, car le siège le plus tristement célèbre de Night Court est lié à une histoire bouleversante. Et la femme qui l'a rendu légendaire n'a franchi les portes de cette salle d'audience qu'à partir de la saison 4. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Cela permet à YouTube de proposer cette vidéo à davantage de fans de séries télé rétro comme vous. Allez, c'est parti! Dan Fielding était presque le personnage le plus ennuyeux de la série. Dan Fielding, le personnage le plus effrontément opportuniste et outrageusement déplacé de toute l'histoire de Night Court, avait été initialement conçu comme un snob rigide et conservateur. Réfléchissez-y un instant. Le plan était pourtant simple. Fielding devait être le contrepoids sérieux et sans humour au chaos incarné par le juge Harry Stone. Puis John Laureate est arrivé en répétition et tout le plan a basculé. Larry possédait une énergie espiègle et un don naturel pour incarner des personnages à la moralité ambiguë sans jamais perdre le public. Les producteurs l'ont immédiatement perçu et le créateur, Reinhold Owidge, a pris la décision. Le personnage allait être complètement transformé. L'idée du snob coincé a été entièrement gommée et reconstruite pour devenir un narcissique à la langue bien pendue et coureur de jupons invétérés, qui considérait le tribunal moins comme un lieu de justice que comme un bar à célibataires à l'éclairage plus sinistre. Le résultat fut l'un des personnages de sitcom les plus mémorables des années 80, volant la vedette grâce à ses insultes à la volée et un ego démesuré. On a aussi glissé une petite blague entre nous. Le nom complet de Dan a finalement été révélé. Reinhold Daniel Fielding Elmore. Et oui, le créateur de la série a donné son propre nom à son personnage le plus extravagant et transgressif. Le crâne chauve de Bull Shannon est né d'un film que personne n'a vu. Ce crâne chauve est devenu l'un des looks les plus reconnaissables de l'histoire des sitcoms des années 80. Et c'était totalement improvisé. Richard Mole s'est rasé la tête pour un film de science-fiction de 1983 intitulé Metal Torm, la destruction de Jared Sin, où il incarnait un méchant borgne nommé Urak. Alors qu'il était encore en plein tournage, il a auditionné pour une toute nouvelle sitcom de NBC, se présentant complètement chauve et apparemment sans le moindre souci à ce sujet. L'équipe de casting de Night Court a vu un homme de 2,03 mètres, le crâne complètement chauve, franchir la porte et a pris une décision immédiate. Le garder tel quel. Bull Shannon semblait tout droit sorti d'une autre dimension et cela lui convenait parfaitement. Mole pensait qu'on lui demanderait un jour de se laisser repousser les cheveux. Mais il a passé 9 saisons avec un rasoir, conservant ce look sous les projecteurs du studio, impitoyable avec la barbe de 3 jours. Ce rôle de méchant anecdotique dans un film que presque personne n'a vu a accidentellement donné à l'un des personnages de sitcom les plus appréciés des années 80 toute son identité visuelle. Le rire le plus reconnaissable dans le public n'était jamais un inconnu. Si vous avez déjà regardé Night Court et entendu un rire percer le brouhaha du public comme un coup de corne de brume dans une bibliothèque, vous n'étiez pas en train de perdre la tête. Ce rire était celui de Chuck Widge,
le père du créateur de la série, Reinhold Weech. Et il semblait passer un moment inoubliable à chaque enregistrement. La mère de Chuck et Ryan Hold, Georgia, était devenue une habituée du public, présente si régulièrement que l'équipe pouvait les repérer avant même que les caméras ne se mettent en marche. Dès que le rire de Chuck retentissait, il était impossible de le confondre avec le sien. Fort, rauque et totalement indifférent à l'idée de passer inaperçu. La plupart des producteurs l'auraient discrètement étouffé au montage, mais Ryan Hold a fait tout le contraire. Le rire tonitruant de Chuck est resté. Il est devenu partie intégrante de l'atmosphère de la série et a même fini par figurer dans le logo de la production. Le logo de Star Night Productions qui clôt chaque épisode des 6 premières saisons. Oui, ce rire qui marque la fin de chaque épisode, c'est Chuck, immortalisé dans les dernières secondes de chaque tribunal nocturne produit par Ouija. C'était la façon pour Ouija d'intégrer son père à la série de façon permanente, un geste d'une tendresse infinie ou la manière la plus élaborée jamais vue de dire à son père « Papa, c'est pour toi » dans toute l'histoire de la télévision. Le tribunal le plus étrange de la télévision était inspiré de la réalité. La série Night Court, véritable défilé de marginaux, était en fait un documentaire. Son créateur, Reinhold Weech, a basé toute la série sur de véritables audiences nocturnes au tribunal de New York. Aujourd'hui, quand on entre dans une salle d'audience et qu'on voit le juge siéger, où la justice continue de fonctionner tard, traitant des délits mineurs jusque tard dans la soirée, le véritable tribunal correctionnel de Manhattan siégeait de 17 heures à 1 heure du matin, traitant entre 70 et 90 affaires par nuit dans ce qui pourrait être décrit comme une véritable chaîne humaine de mauvaises décisions. Mais il racontait des histoires de Ouija sur ce qui franchissait ses portes à la nuit tombée. Il est allé le constater par lui-même, assis sur le banc aux côtés de véritables juges du tribunal de nuit de New York. Et les accusés n'étaient même pas le plus intéressant. C'étaient les juges. Selon ses propres mots, il était tout simplement bouleversé par la folie du tribunal de nuit de Manhattan. À l'époque, des reportages parlaient de vrais juges souffrant de graves troubles émotionnels. Brillants, certes, mais atypiques, et leur fonctionnement ne leur aurait jamais permis de survivre dans un tribunal classique. La réaction de Ouija fut en substance. Et si l'un de ces juges passait entre les mailles du filet? Finalement, cette question est devenue l'affaire du juge Harry Stone, jeune homme passionné de magie dont l'approche était quelque peu décalée par rapport au reste du système judiciaire. Les véritables tribunaux nocturnes de Manhattan n'avaient évidemment pas de dinosaures gonflables, ni Dan Fielding draguant toute la salle. Mais le matériel était déjà là, prêt à être utilisé chaque soir sur Center Street, gratuitement. NBC a donné son feu vert à une série et s'est trompé pendant 2 ans. Lorsque les dirigeants de NBC ont visionné le pilote de Night Court, le silence s'est fait, apparemment, dans le mauvais sens du terme. Des accusés bizarres déambulant dans une salle d'audience en pleine nuit. Des blagues surréalistes tombant là où une chute directe aurait dû être. Pour les décideurs de la chaîne, habitués aux sitcoms plus conventionnels, l'ambiance oscillait entre la confusion et une profonde incertitude. La chaîne nourrissait un scepticisme particulier à l'égard d'Harry Anderson lui-même. Un véritable magicien, sans la moindre expérience d'acteur, se voit confier le rôle principal d'une sitcom. Un pari pour le moins audacieux. Le scepticisme était palpable. Nombreux changements de distribution dès la première saison, un véritable ballet incessant d'avocats commis d'office. En coulisses, on sentait que personne n'était vraiment certain que la série tiendrait la route. Mais NBC a persévéré, et la première saison a justifié leurs craintes. Night Court a terminé 47e au classement Nielsen. Pour vous donner une idée, la 47e place signifie que le service comptable commence à faire les calculs difficiles alors que les scénaristes encaissent encore leurs chèques. Mais le choix le plus judicieux de la chaîne cette année a été de programmer Night Court le jeudi soir, en même temps que Cheers et The Cosby Show. Tout ce qui avait inquiété les dirigeants lors de la projection,
L'humour surréaliste, l'énergie chaotique, le juge et son tour de carte s'est avéré être précisément ce qui a fidélisé le public. Une série qui a failli faire un flop lors de sa première saison est devenue l'un des programmes forts du jeudi soir sur NBC. Harry Anderson savait escroquer avant même de siéger au tribunal. Alors que de nombreux acteurs préparent un rôle en faisant des recherches, Harry Anderson, lui, s'est préparé pour incarner le juge Harry Stone en se faisant frapper au visage dans une rue de San Francisco. Bien avant de se retrouver devant les tribunaux de nuit, Anderson escroquait les rues de Chicago, San Francisco, la Nouvelle-Orléans et New York. Il a acquis ses compétences dès son plus jeune âge, entraînant à l'hôtel Ambassador où les anciens jouaient aux cartes et où les arnaqueurs écumaient les lieux. Anderson observait attentivement. Un jour à San Francisco, quelqu'un décida qu'il n'appréciait pas autant perdre son argent qu'Anderson en gagnait. La confrontation se termina par une mâchoire cassée pour Anderson et laissa clairement entendre que les arnaqueurs de rue offraient des avantages sociaux déplorables. Il mit à profit ses talents, le jeu des bonnes taux, la tricherie aux cartes, le crochetage de serrures, etc., et en fit un véritable numéro. Au début, il gagnait moins d'argent, mais au moins, il avait gardé sa mâchoire intacte, ce qu'il finit par apprécier. Son numéro était désormais suffisamment convaincant pour lui décrocher le rôle récurrent de Harry le Chapeau dans la série Cheers. Ce rôle le fit connaître du grand public et le mit finalement en contact avec les producteurs de l'émission Night Court. Et puis, le coup de théâtre. Anderson n'a été arrêté qu'après s'être rangé dans la légalité. Alors qu'il simulait une escroquerie pour en démontrer le fonctionnement, la police l'a pris pour un escroc et l'a interpellé. Il a passé 2 nuits en prison pour régler le problème. Il s'avère que celui qui avait passé 9 saisons à rendre la justice avait déjà mené des recherches des 2 côtés du banc des juges. Une actrice de Drôles de Dames a été renvoyée pendant les répétitions. Après la première saison, les producteurs ont décidé qu'il fallait une nouvelle avocate commise d'office, quelqu'un de posé et capable d'apporter du calme. Leur solution? Shelley Hack, tout juste sortie de Drôles de Dames. Hack a été choisie pour incarner Kristen Sullivan au début de la saison 2. Le personnage ayant été spécifiquement repensé pour servir de contrepoids au chaos engendré par Harry. Cette dynamique, qui paraissait prometteuse lors des présentations, étouffait en réalité l'énergie de chaque scène. L'alchimie entre la nouvelle Christine et le reste du tribunal ne fonctionnait pas, et les 2 parties l'ont ressenti presque immédiatement. Selon les propres mots de Hack, le rôle a été modifié. Au lieu d'être une femme drôle comme lors de la lecture, il l'avait transformée en une femme sérieuse. Ça ne marchait pas. Le concept ne fonctionnait tout simplement pas. C'est ce que je leur ai dit. Et à quoi bon si ça ne marche pas? Hack et le producteur Reinhold Vag ont décidé d'un commun accord de se séparer. L'épisode qu'elle avait déjà tourné, Daddy for the Defense, a été entièrement retourné avec Markie Post avant même sa diffusion. Elle reste l'une des participations les plus atypiques de l'histoire de la série. Une star de télévision connue qui a rejoint le casting, tourné un épisode, puis disparu avant même qu'une seule image de sa prestation ne soit diffusée. 4 avocats commis d'office, 3 saisons et un casting cauchemardesque. Hack n'était qu'une étape sur le manège des castings qui tournaient depuis le pilote, et le manège avait commencé bien avant son arrivée. Le pilote avait confié le rôle à Gail Strickland, qui a incarné l'avocate commise d'office Sheila Gardner dans un seul épisode avant de disparaître complètement. Un nouvel homme a été nommé au tribunal et tout ce que l'on espère, c'est qu'il sache jouer aux échecs. Paula Kelly a incarné Liz Williams lors de la première saison. Sa prestation lui a valu une nomination aux Emmy Awards, mais elle a ensuite disparu de la série lorsque les producteurs ont décidé de remanier la dynamique du tribunal. La chanteuse et actrice Ellen Foley a pris le relais lors de la 2e saison. Cependant, les producteurs ont estimé que la tension romantique avec le juge Harry Stone n'avait pas l'effet escompté.
Le créateur Reinhold Widge savait depuis le début qui il voulait. Son premier choix était Markie Post. Point final. Le problème, c'est que Post était sous contrat avec la série d'action d'ABC, L'homme qui tombe à pic. NBC n'eut d'autre choix que d'attendre. Post fit une apparition dans la saison 2, le temps que sa situation contractuelle se règle. Elle intégra finalement la distribution à temps plein dans la saison 3, dans le rôle de Kristen Sullivan, la version que le public a réellement connue. 4 avocats commis d'office, 3 saisons et un différent contractuel pour y arriver. L'attente en valait la peine finalement. Au fait, une petite pause. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela montre à YouTube qu'il y a encore des gens qui s'intéressent au fait qu'un juge de sitcom ait réalisé de véritables tours de magie dans un tribunal de Manhattan. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et tant que vous y êtes, laissez un commentaire avec votre personnage préféré de Night Court. Bon, maintenant que cette petite discussion est terminée, examinons d'autres preuves. Reprenons le compte à rebours. Les amis de Widge n'ont pas reçu de carte de remerciement, mais un simple résumé de tournage. La plupart des créateurs de séries remercient leurs amis dans les remerciements. Reinhold Widge, lui, l'a fiché dans une base de données criminelle. Dans le commentaire audio du DVD de la saison 1, Widge l'a révélé lui-même. Il avait nommé les prostituées et les proxénètes qui défilaient régulièrement dans la série d'après des personnes qu'il avait réellement connues. Pas une vague inspiration, pas un clin d'œil subtil. Leurs noms apparaissaient à l'écran, associés à certains des accusés les plus notoirement sulfureux jamais vus dans un tribunal fictif de Manhattan. Pour Ouija, c'était sa façon de saluer ses amis et connaissances les plus chers. Ses amis, quant à eux, pouvaient avoir des sentiments mitigés quant au médium qu'il avait choisi. Ce qui est avéré, c'est que cela s'est produit à plusieurs reprises au cours de la série, ce qui signifie qu'à un moment donné, ce n'était plus un accident, mais une pratique courante. Une politique apparemment bienveillante et très discutable, certes, mais bienveillante. Il est à noter que Reinhold Widge avait déjà baptisé son personnage le plus extravagant Dan Fielding de son propre nom. Visiblement, personne n'était à l'abri dans cette salle d'écriture, amis ou collaborateurs confondus. Si vous connaissiez Reinhold Widge, il y avait de fortes chances que vous vous retrouviez un jour devant le juge Harry Stone à 2 heures du matin, avec des explications à fournir. Le générique de la série s'est retrouvé dans un classement hip-hop. Le thème du tribunal de nuit était loin d'être discret. Cette ligne de basse profonde, ce groove jazz suave. Le compositeur Jack Elliott a créé une musique qui s'est ancrée durablement dans votre mémoire, que vous le vouliez ou non. En 1998, 6 ans après la diffusion du dernier épisode, le rappeur Cameron a sorti Horse and Carriage, extrait de son premier album, Confessions of Fire. La version originale avec Mace a atteint la 41e place du Billboard Hot 100 et s'est hissé dans le top 10 des classements R et B et Rap. Puis est arrivé le remix, et c'est là que Night Court a fait son apparition. Le producteur Daryl, alias Digga Branch, a repris cette ligne de basse si particulière, directement sortie de son contexte judiciaire nocturne, et l'a intégrée à un morceau réunissant l'un des castings les plus impressionnants de la fin des années 90 pour un remix. Big Pun, Wyclef Jean, Charlie Baltimore et Silk the Shocker. Tous surfant sur un groove né d'une sitcom de NBC, mettant en scène un juge obsédé par la magie et son équipe profondément chaotique. L'association était si naturelle qu'on avait presque l'impression que le beat attendait le producteur idéal. Un thème musical composé pour un tribunal fictif de Manhattan, fonctionnant uniquement la nuit, est devenu la bande-son d'un des moments hip-hop les plus mémorables de 1998. Jack Elliott ne l'avait certainement pas vu venir lorsqu'il l'a écrit, et personne d'autre non plus. Une plaisanterie a relancé par inadvertance la carrière de Mel Torme. Le juge Harry Stone avait de nombreuses excentricités. Ses tours de magie,
sa tolérance au chaos et son aisance totale à présider un tribunal qui ressemblait à une fête foraine avec un marteau. Pour rappel, Mel Torme était l'un des chanteurs de jazz les plus célèbres du 20e siècle. On le surnommait le brouillard de velours, en raison de sa voix si suave qu'elle pouvait transformer une contravention en poésie. Il a coécrit le chant de Noël et a passé des décennies à être une figure incontournable du monde du jazz, bien avant que Night Court ne s'y intéresse. Harry parlait du Velvet Fog comme d'autres parlent de leur respiration, constamment, avec enthousiasme, sans se soucier le moins du monde de l'agacement qu'il pouvait susciter. Ce qui rendait le tout encore meilleur, c'était un élément que Weege n'avait pas prévu. Harry Anderson était un véritable fan de Mel Torme dans la vie. Weege avait intégré cette obsession au personnage avant même qu'il ne le sache. Et lorsqu'il l'a découvert, il a prétendu qu'il s'agissait d'une pure coïncidence. C'était d'ailleurs parfait. Les deux hommes sont finalement devenus de véritables amis, ce qui signifiait que chaque tirade au tribunal sur la voix la plus suave du jazz relevait moins de la performance que d'une vérité à peine dissimulée. Et au milieu de cette ferveur pour les sitcoms, un phénomène étrange s'est produit. Les téléspectateurs de la génération X, qui n'avaient jamais songé à écouter un chanteur de jazz, ont commencé à se demander qui était ce Velvet Fog. La curiosité a engendré des ventes de disques, puis des billets de concert. Ces billets ont attiré un public soudainement et inexplicablement plus jeune qu'il ne l'avait été depuis des décennies. Torme l'a constaté lui-même. Il a déclaré plus tard que son public rajeunissait sans cesse et a attribué ce regain de popularité directement à Night Court. La série a finalement poussé le concept à son terme logique en se contentant de mettre Torme à l'écran. Il y a fait plusieurs apparitions dans son propre rôle, brisant parfois l'idéalisation soigneusement construite par Harry en se montrant à la fois merveilleusement et hilaramment humain. John Lorette a remporté 4 Emmy Awards avant de déclarer à l'Académie « J'arrête ». La plupart des acteurs passent leur carrière à courir après les Emmy Awards, mais John Lorette en a gagné 4 d'affilée avant de dire à l'Académie de garder la monnaie. Dans le rôle de Dan Fielding, procureur opportuniste de Night Court, Lorette évoluait à un niveau que l'Académie de la télévision ne pouvait tout simplement pas ignorer. Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique en 1985, 1986, 1987 et 1988. 4 victoires consécutives, même catégorie, même série, le même acteur lissant sa cravate en montant sur le podium. Après ce 4e trophée, il a appelé l'Académie pour leur demander d'arrêter de le nommer. Dans un milieu où l'on se fait tatouer ses nominations au prix sur la conscience, c'est presque un acte criminel. La raison était à la fois pragmatique et instinctive. Dan Fielding avait tellement marqué les esprits que Lorette craignait sincèrement que ce rôle ne le poursuive en dehors des plateaux de tournage, jusque dans sa boîte aux lettres. Il voulait prouver qu'il pouvait jouer autre chose que l'avocat le plus attachant et répréhensible de la télévision. Un 5e Emmy pour un rôle de magouilleur professionnel qui ne va pas vraiment lui ouvrir de nouveaux horizons. Alors, il a volontairement quitté le podium, ce qui à Hollywood est à peu près aussi courant qu'un prévenu se présentant en costume au tribunal. Le pari s'est avéré payant. Près de 10 ans plus tard, en 1998, Lorette remportait un autre Emmy, cette fois pour son interprétation d'une tueuse psychopathe dans la série judiciaire The Practice. Un tout autre registre d'horreur, certes, mais l'Académie avait visiblement toujours un type d'actrice de prédilection. Le final s'est déroulé 2 semaines plus tard. Night Court a duré 9 saisons et 193 épisodes. La série a mérité sa fin. Warner Brothers a privilégié la rediffusion au détriment du sentimentalisme et a délibérément évité une conclusion définitive. Le résultat fut aussi décevant qu'on l'imagine. En coulisses, la confusion a commencé une saison plus tôt. Les scénaristes pensaient que la saison 8 serait la dernière. Ils avaient élaboré des arcs narratifs de conclusion dignes de ce nom et passé des mois à tisser des intrigues en vue d'un adieu sincère. Puis, hélas, NBC a renouvelé la série pour une saison supplémentaire.
obligeant les scénaristes à démanteler discrètement tout leur travail et à faire comme si de rien n'était. Ainsi, lorsque le dernier épisode a été diffusé en mai 1992, les acteurs n'ont appris la fin de la série qu'en plein tournage. Markie Post a dit qu'il l'avait lu dans le journal. Christine Sullivan a été élue au Congrès. Dan Fielding a démissionné pour la suivre à Washington. Harry, quant à lui, a refusé une offre d'emploi prestigieuse et est resté où il était, ce qui a eu pour conséquence que sa relation avec Christine est restée au point de mort, sans perspective d'avenir. 18 jours plus tard, NBC diffusa un épisode inédit où chacun reprenait son poste habituel au tribunal, comme si le dernier épisode n'avait jamais été diffusé. Pour les téléspectateurs qui suivaient l'épisode en direct, la fin s'est en quelque sorte effacée d'elle-même. Markie Post et John Larroquette ont tous deux déclaré publiquement que la série s'était terminée en queue de poisson, et ils avaient raison. Larroquette l'a dit sans détour. Warner Brothers refusait de leur permettre de mettre un terme définitif à la série, ce qui le mettait hors de lui. 16 ans plus tard, une tentative de solution a vu le jour grâce à Trent Rock. Un épisode de 2008 a réuni Harry Anderson, Markie Post et Charles Robinson pour tourner un faux épisode final. L'objectif était d'offrir enfin à Harry et Christine leur mariage. Mais en réalité, dès que les caméras ont commencé à tourner, les acteurs ont replongé dans 15 années de tensions non résolues. C'était plus drôle que la vraie fin, et à ce stade, c'est sans doute le mieux qu'on pouvait espérer. Dan Fielding est revenu, mais pas comme on l'imaginait. Et lorsque NBC a annoncé le retour de Night Court en 2023, tous les fans de la première heure se posaient la même question. Est-ce que l'un des acteurs originaux reviendrait? John Larroquette a répondu à cette question en étant le seul membre de la distribution principale originale à revenir en tant que personnage régulier à temps plein, et il a participé aux 3 saisons. Personne ne vient ici pour faire des blagues. Être là, c'est déjà une blague. Dan Fielding est ainsi le lien entre la série originale et tout ce qui a suivi. Le rebondissement qui la rendait vraiment intéressante résidait dans le rôle qu'il tenait cette fois-ci. L'homme qui avait incarné pendant 9 saisons un procureur arrogant au tribunal de nuit revenait en tant qu'avocat commis d'office, recruté par la nouvelle juge Abby Stone, interprétée par Melissa Ralph. Il s'avéra qu'Abby était la fille du juge Harry Stone, ce qui signifiait que Dan devait désormais répondre aux ordres de la fille de l'homme qui l'avait rendu complètement fou pendant 10 ans. Le destin a parfois le sens de l'humour. Ce retour offrit également à Dan un aspect que la série originale n'avait jamais vraiment approfondi. Le coureur de jupons invétéré était de retour en tant que veuf. Plus posé, son énergie débordante de jeunesse avait laissé place à une maturité plus affirmée. Son sarcasme, lui, était toujours bien présent. Certes, certaines choses peuvent être oubliées, mais quelques visages familiers de la série originale ont fait une brève apparition. NBC a annulé la reprise de la série en 2025 après 3 saisons. 3 huissiers, 2 enterrements et une légende. Selma Diamond incarnait l'huissier Selma Hacker durant les 2 premières saisons. Comédienne chevronnée à la voix rauque et au flegme légendaire, son humour sec pouvait anéantir une blague à distance. Peu après la fin de la saison 2, Diamond décède d'un cancer du poumon à 64 ans. L'équipe est sous le choc. Le public est dévasté. Les producteurs font appel à Florence Hall pour incarner Florence Flo Kleiner, la juge, insufflant la même énergie fougueuse au tribunal. Mais une saison plus tard, Alip décède lui aussi d'un cancer du poumon à 63 ans. 2 huissiers, 2 saisons, la même maladie. L'équipe et les acteurs ont commencé à l'appeler la malédiction des huissiers. Il faut toutefois reconnaître à la série le mérite de ne pas s'être contenté de remplacer discrètement les acteurs et de passer à autre chose. La série a abordé les 2 décès à l'écran, évoquant la disparition de Selma dans le premier épisode de la saison 3, avec Bull Shannon faisant son deuil d'une manière très crue et totalement inédite sur NBC cette saison-là. Lorsque Florence Alib est décédée l'année suivante, le premier épisode de la saison 4 a également abordé ce sujet
Harry Stone admettant à l'écran qu'il était plus affecté par la perte de ses deux huissiers que par celle de sa propre mère. Un épisode sombre, honnête et traité avec plus de délicatesse que la plupart des séries ne l'auraient fait. Puis est arrivée Marsha Warfield. Dès la saison 4, elle a endossé le rôle de Roz Russell, la juge de paix, et a accompli un exploit que personne n'aurait pu prédire après 2 ans de désolation. Elle s'est totalement et indéniablement approprié le personnage. Alors, parlez-moi de vous. Là où ses prédécesseurs étaient chaleureux et fougueux, Warfield opta pour une approche radicalement différente. Roz était incisive, impassible et ne supportait aucune absurdité, ce qui faisait d'elle l'antagoniste idéal dans un tribunal qui en était saturé. Warfield occupa le poste de juge pendant les 6 dernières saisons, et Roz Russell devint finalement l'un des personnages les plus appréciés de la série. Ses répliques cinglantes, sa capacité à réduire au silence toute une salle d'audience d'un seul regard, son jeu d'actrice exceptionnel. Tout cela faisait mouche. Elle est également revenue des décennies plus tard pour le retour de la série en 2023, reprenant le rôle de Raz pour des apparitions qui ont rappelé à une nouvelle génération pourquoi ce personnage était resté si longtemps présent. Le siège le plus maudit de Night Court a été le théâtre de certains des moments les plus pénibles hors caméra de la série, mais il a aussi donné naissance à l'un des personnages les plus attachants. Parfois, c'est comme ça. Et voilà, 15 anecdotes insolites et surprenantes sur Night Court. Avant de conclure, laquelle vous a le plus étonné? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et à diffuser cette vidéo à un ami qui a encore la musique en tête. Pensez à liker, à vous abonner et à activer les notifications.